Alors c'est Crime Story. Les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Sauvian. Aujourd'hui, le rêve réalisé de James Holding. Thomas fut réveillé par le cri de sa femme. Sandra, le poignet tailladé, hurlait de douleur. Le sang giclait et retombait sur lui. Le rasoir à la main, il secoua plusieurs fois la tête avec l'expression misérable et désespérée d'un homme qui comprend soudain qu'il est devenu fou. Fou au point de commettre un crime. Comme un automate, Russ essaya de faire un garrot au bras de Sandra. Pauvre Sandra, mariée à un homme qui venait de tenter de la tuer tout en dormant. Russ se mit à trembler. Des larmes d'horreur lui montèrent aux yeux. Il maintint le garrot jusqu'à ce que le sang cessa de jaillir du poignet gauche de Sandra. C'est alors seulement qu'il téléphona au médecin et à la police. Une semaine plus tard, alors qu'il se trouvait en observation dans un hôpital psychiatrique, Ross apprit que Sandra avait engagé une procédure de divorce. Mon Dieu, qui aurait pu l'en blâmer après ce qu'il lui avait fait? Et une tentative d'assassinat, alors que leur mariage était de toute évidence un échec. Il en prenait maintenant conscience. D'abord, il avait 20 ans de plus qu'elle. Il était fort riche et divorcé depuis peu. Elle était jeune et très belle. Et maintenant, songeait Ross, allongé sur son lit d'hôpital, maintenant, elle veut me quitter. Oh, elle a le meilleur argument du monde. J'ai essayé de la tuer. Ross décida de faire activer la procédure de divorce et de donner à Sandra une très confortable pension alimentaire. Le plus étrange, c'est qu'il fut informé de la demande d'action en divorce de Sandra par le lieutenant de police Pacino de la brigade criminelle. Monsieur Thomas, je suis le lieutenant Pacino de la brigade criminelle. C'est moi qui ai répondu au téléphone après que vous ayez tenté de tuer votre femme. Comment va-t-elle, lieutenant? Très bien, très bien. Votre garrot a été très efficace, monsieur Thomas. 1 ou 2 points de suture et un pansement. Voilà tout ce qui peut témoigner de votre, agression. On ne peut jamais savoir ce qu'un fou est capable de faire, n'est-ce pas, lieutenant? Oui, seulement, voyez-vous, monsieur Thomas, vous ne me donnez pas du tout l'impression de vous comporter ou de parler comme un fou. Ah, vous devriez me voir dans mon sommeil, lieutenant. C'est là que je suis le plus fou. En effet, c'est ce que dit le docteur Caldwell, monsieur Thomas. Il dit que vous êtes venu le consulter plusieurs fois avant votre dernier accès. Le docteur Caldwell m'a parlé de vous d'une manière tellement technique, voyez-vous, que j'ai eu du mal à le suivre. Lieutenant, avez-vous jamais entendu parler des rêveurs somnambules compulsifs? Eh bien, c'est mon cas. Vous voulez dire que vous marchez en dormant, monsieur Thomas? Oui. Voilà comment cela se passe, lieutenant. Je rêve de quelqu'un ou de quelque chose, et tout en continuant à le rêver, je me lève de mon lit et je me promène dans la maison jusqu'à ce que je trouve un couteau, un rasoir. Et toujours en dormant, je m'efforce ensuite de détruire l'objet ou la personne dont je rêve. Ah. Est-ce donc pour cela que vous avez essayé de tuer votre femme avec un rasoir, monsieur Thomas? Parce que, précisément, cette nuit-là, vous étiez en train de rêver d'elle? Oui, lieutenant. J'aime ma femme, j'ai rêvé d'elle et j'ai essayé de la détruire pendant mon sommeil, exactement comme j'ai fait pour mon imperméable, ma mallette de cuir et mon chat.
Ah ben dites donc. Docteur Caldwell m'avait jamais rien dit de tout ça. J'ai déjà entendu pas mal de trucs bizarres dans mon existence, mais jamais rien de tel. Dites-moi, monsieur Thomas, ça vous ennuierait de compléter mon tableau de chasse personnel d'aberrations psychiatriques? Voyez-vous, lieutenant, la première fois, je me suis réveillé un matin, il y a 2 ou 3 mois de ça, après avoir rêvé de façon saisissante de l'imperméable que je venais d'acheter. Au moment de partir pour le bureau, j'ai constaté qu'il pleuvait. Je suis donc allé chercher mon nouvel imperméable dans la penderie. Quelqu'un l'avait taillé en lanière avec le sécateur que j'utilise d'habitude pour mes rosiers. Je me dis que n'importe qui était capable d'avoir fait ça. Mais voyez-vous, lieutenant, ce qui m'a le plus perturbé, c'était la coïncidence. En effet, j'avais rêvé de cet imperméable au cours de la nuit. Coïncidence, a pensé le docteur Caldwell. Bien évidemment, je n'en ai parlé à personne, lieutenant, pas même à ma femme, Sandra. D'ailleurs, je n'ai plus repensé à tout ça jusqu'à la nuit où j'ai rêvé de ma mallette en cuir, que j'ai retrouvée le lendemain matin réduite en miettes, éventrée avec mon propre couteau. J'ai demandé à ma femme si elle avait entendu quelque chose pendant la nuit. Elle n'avait rien entendu d'autre que moi quand je m'étais levé pour aller dans la salle de bain. Mais moi, pour autant que je sache, j'avais passé toute la nuit à rêver de ma chère mallette en cuir, dans laquelle se trouvaient des documents importants que je croyais perdus. J'étais, comme bien vous pensez, bouleversé. J'ai apporté la mallette au docteur Caldwell. Elle était dans un état qui dénotait une telle violence méchante. Et tout ça pendant mon sommeil. Et pour le chat, monsieur Thomas. Hein, le chat. Voyez-vous, lieutenant, j'ai toujours aimé les chats siamois. Le mien était une petite merveille. Une nuit, j'ai rêvé de lui. Quand je me suis réveillé au matin, il était couché à côté de son panier, étranglé. Ce matin-là, j'ai tout avoué à ma femme. J'étais terrifié. Je craignais d'en venir à rêver d'elle. Alors je lui ai demandé d'aller dormir dans une autre chambre et de s'enfermer pour sa propre sécurité. Sandra a déclaré qu'elle n'avait pas peur. Elle a quand même fini par téléphoner au docteur Caldwell pour lui demander si j'étais dangereux. Le docteur lui a répondu qu'un syndrome de destruction dans le rêve tel que le mien était complètement ignoré de la science médicale. Puis il lui a sorti un tas de sornettes sur l'auto-hypnotisme et l'autosuggestion. Voyez-vous, lieutenant, le docteur Caldwell balance entre 2 points de vue. Pour lui, soit je suis un simulateur sain, soit un rêveur malade. Si je suis sain d'esprit, alors j'ai mis en scène les différents incidents afin de me ménager un alibi pour le jour où j'ai essayé de tuer ma femme. Ou alors je suis vraiment fou et je suis le premier exemple dans l'histoire de la médecine de rêveur somnambule destructeur compulsif. Mais dites-moi, monsieur Thomas, avant que vous ne vous mettiez à détruire les objets dont vous rêvez, avez-vous jamais raconté vos rêves à votre femme? Non, jamais, lieutenant. Enfin, du moins, très rarement. Et certainement pas en détail. Non, c'était plutôt l'inverse, voyez-vous. Comment ça, l'inverse, monsieur Thomas? Votre femme vous racontait ses rêves? Oui, lieutenant, oui. Sandra me parlait souvent de ses rêves et elle me demandait si moi, j'avais rêvé. Et de quoi? Mais autrement, vous pensez bien que je ne lui en parlais jamais, moi. Monsieur Thomas, estimez-vous possible que quelqu'un d'autre ait découpé votre imperméable, mis votre mallette de cuir en morceaux et tué votre chat? Enfin, lieutenant, qui d'autre que moi pouvait savoir de quoi j'avais rêvé pendant mon sommeil? De plus, j'ai vraiment essayé de tuer ma femme, moi et personne d'autre. C'est, hélas, parfaitement clair. Grâce au ciel, ces cris m'ont réveillé avant que j'aie pu le faire. Monsieur Thomas, il y a peu de chances que vous soyez un simulateur sain d'esprit, n'est-ce pas?
Vous ne vouliez pas forcer votre femme à divorcer, n'est-ce pas? Mais non, lieutenant. J'aime infiniment ma femme. D'autant plus que j'avais déjà connu une expérience de divorce et je ne voulais certes pas recommencer. Si j'avais vraiment voulu me débarrasser de Sandra, je l'aurais laissé se vider de son sang après lui avoir taillé le poignet et j'aurais ensuite raconté qu'elle s'était suicidée. Vous croyez pas? Non, lieutenant, hélas, il n'y a aucun doute possible. Je suis fou. Le lieutenant Pacino était perplexe. C'est le moins qu'on puisse dire. Saint d'esprit ou fou allié, ce monsieur Thomas? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. 3 jours plus tard, quand le lieutenant Pacino vint le revoir à l'hôpital, Rostoma était d'humeur plus joyeuse. Aucun symptôme de son syndrome de rêve-destruction n'était apparu depuis sa tentative de meurtre. Le docteur Caldwell l'avait autorisé à se lever, à s'habiller, mais il devait garder la chambre. Vous avez l'air en bien meilleure forme, monsieur Thomas. Vous devez vous demander ce que je viens faire ici. J'ai de bonnes nouvelles pour vous, voilà. Monsieur Thomas, vous n'êtes absolument pas fou. Vous m'entendez? Pas fou du tout. Je suis allé voir la première Madame Rostoma, votre première femme, l'épouse dont vous avez divorcé, celle qui a précédé Sandra, voyez. Je lui ai posé 2 ou 3 questions concernant vos habitudes nocturnes du temps de votre mariage avec elle. Votre somnambulisme, par exemple, voyez. Eh bien, votre première femme m'a dit que vous ne marchiez jamais pendant votre sommeil à cette époque-là. D'ailleurs, vous ne saviez même pas que vous étiez somnambule jusqu'au jour où Sandra, votre femme actuelle, vous l'a appris. Écoutez-moi bien, monsieur Thomas. Écoutez-moi bien. Les cas de somnambulisme apparaissent rarement chez un homme mûr, voyez? C'est pendant l'enfance et l'adolescence qu'ils se manifestent. Mais c'est ma question suivante qui a tout éclairé. En effet, j'ai demandé à votre première épouse si vous aviez jamais parlé durant votre sommeil du temps de votre mariage avec elle. Oui, ben voilà une chose que je ne fais jamais, lieutenant. Qu'est-ce que vous en savez, monsieur Thomas? Eh bien, l'une ou l'autre de mes épouses me l'aurait bien dit, n'est-ce pas? Apparemment non, monsieur Thomas. Puisque votre première femme a déclaré, sans hésitation, que si vous ne marchiez pas en dormant, du moins parliez-vous. Qu'est-ce que vous dites de ça, monsieur Thomas? Vous parlez la nuit. J'ai demandé à votre première femme si vous parliez beaucoup. Pas tellement, selon elle. Non, vous aviez l'habitude de prononcer simplement quelques mots, parfois un seul qui fût intelligible. Quel genre de mots, madame? Lui demandai-je. Elle m'a dit que les mots que vous prononciez étaient invariablement associés à l'objet de votre rêve. C'était par exemple, si vous la réveillez en pleine nuit en criant le mot « train », le lendemain matin, vous lui racontiez que vous aviez rêvé d'un voyage en train. Lieutenant, vous voulez dire que lorsque j'ai rêvé de mon imperméable, de ma mallette en cuir ou de mon chat, il est plus que probable que j'ai prononcé les mots, les désignant, alors que j'étais en train de rêver? Précisément, monsieur Thomas, précisément. C'est bien que Sandra pouvait être au courant. La possibilité sautait aux yeux à partir du moment où elle était sûre que les mots prononcés pendant votre sommeil désignaient invariablement ce dont vous rêviez, monsieur Thomas. Mais oui, lieutenant. Ainsi, lorsque j'ai appelé le chat en dormant, Sandra a très bien pu se lever et le tuer parce qu'elle savait de quoi j'étais en train de rêver. C'est bien ça, lieutenant? Oui, monsieur Thomas. Eh oui. Et qu'est-ce qui vous vient à l'esprit maintenant, monsieur Thomas? Hein? Mais enfin, lieutenant, Sandra n'a pas pu...
Elle n'a pas pu s'ouvrir le poignet avec un rasoir simplement pour me faire croire que je l'avais fait en dormant, lieutenant, voyons. Et pourquoi pas, monsieur Thomas? Pourquoi pas? Vous savez, les femmes sont capables d'accomplir des choses étonnantes si elles ont une bonne raison pour ça. Mais enfin, lieutenant, elle saignait. Elle s'est évanouie. Elle aurait pu tout aussi bien mourir. Oh, mais elle a bien pris soin de vous réveiller avant de s'évanouir, monsieur Thomas, non? De toute manière, votre épouse, Sandra, s'est tailladé le mauvais poignet. Dites-moi, elle dormait bien dans le lit jumeau qui se trouvait à la gauche du vôtre, n'est-ce pas? Oui, lieutenant. Et vous dormiez bien dans celui qui se trouvait à la droite du sien, n'est-ce pas, monsieur Thomas? Elle s'est entaillé le poignet gauche. Probablement parce qu'étant droitière, il lui était plus facile d'utiliser la lame de rasoir dans ce sens. Mais vous aussi, vous êtes droitier, monsieur Thomas. Et pourtant, le rasoir se trouvait dans votre main gauche à votre réveil. Et le poignet de votre femme, Sandra, le plus éloigné de vous, son poignet gauche, est celui que vous êtes censé avoir tailladé. Il y a quand même là quelque chose qui cloche, non? J'imagine que Sandra avait tellement hâte d'imprimer vos empreintes sur ce rasoir qu'elle ne s'est pas attardée sur ce genre de petits détails. Voyez-vous, monsieur Thomas, j'ai examiné la mallette découpée en lanières que vous aviez portée au docteur Caldwell pour preuve de votre violence. Les empreintes de votre épouse Sandra sont visibles à l'intérieur, partout où elle l'a empoignée pour pouvoir la déchiqueter. Là encore, elle a manqué d'esprit de prévoyance, me semble-t-il. Dites-moi, monsieur Thomas, avait-elle l'habitude de fouiller dans vos affaires? Non, lieutenant. Elle ne touchait jamais à cette mallette qui ne contenait que des papiers professionnels. Parfait. Nous y voilà, monsieur Thomas. J'imagine qu'elle n'aimait pas tellement votre chat. Oui, c'est vrai, lieutenant. Il lui arrivait que ses miaulements l'agacent. C'est vrai. Ce qu'il a assurément soutenu quand il a fallu tordre le cou de l'animal. La nuit, précisément, où vous avez rêvé de lui. Je ne comprends pas, lieutenant, je ne comprends pas. Pourquoi Sandra a-t-elle essayé de me faire passer pour fou? Je ne l'ai jamais blessé, je ne lui ai jamais rien refusé, je ne l'ai jamais trompé. Ah, monsieur Thomas, je suis désolé d'avoir à vous dire qu'elle ne vous aime pas, qu'elle ne vous respecte pas, qu'elle n'a même pas d'affection pour vous. Elle vous a épousé pour votre argent. Elle avait besoin d'un compte en banque, pas d'un mari. Voyez-vous, monsieur Thomas, depuis 2 jours, nous avons découvert quelques faits qui en apportent la preuve. Votre femme avait une liaison avec un autre homme au moment de votre mariage. Et elle n'a pas rompu par la suite. Son amant est un type assez peu reluisant, voyez. Et qu'en déduisez-vous, lieutenant? La même chose que vous, monsieur Thomas. Ils ont fait leur plan. Elle vous épouserait, vivrait quelque temps avec vous, puis trouverait un bon prétexte pour divorcer, dans des conditions qui lui assureraient une coquette indemnisation, bien sûr. Que vous ayez attenté à ses jours pendant son sommeil me paraît un très bon prétexte, non? Ensuite, grâce à votre argent, elle aurait pu vivre confortablement avec son complice. Oui, je comprends, lieutenant. Elle aurait pu vivre confortablement avec son complice pendant que je languirais dans un asile pour aliénés dangereux. C'est ça. Quelque chose dans ce genre-là, monsieur Thomas. J'imagine qu'on ne peut rien contre eux, lieutenant. Oh non, hélas, pas grand-chose, monsieur Thomas, j'en ai bien peur. Voyez, bien des épouses, probablement, ont saboté l'imperméable ou la sacoche de leur mari, voire oxy leur chat, dans une franche atmosphère de bonne plaisanterie conjugale.
De plus, c'est son propre poignet qu'elle a tailladé, pas le vôtre. Mais j'ai le nom et l'adresse de l'amant de votre femme et je connais plusieurs témoins fiables qui confirmeront leur relation. Ça vous intéresse, monsieur Thomas? Non, lieutenant. Très franchement, ça ne m'intéresse pas, mais je crois que ça intéressera mes avocats. Le docteur Caldwell est au courant de tout ça? Oui, monsieur Thomas, oui. Je lui en ai parlé en arrivant. Vous pouvez rentrer chez vous quand vous le voudrez. Lieutenant, je vous remercie. Ce n'est pas tous les jours qu'un homme a la preuve qu'il n'est pas fou. Je vous suis infiniment reconnaissant d'avoir mené cette enquête. Que puis-je faire pour vous remercier, lieutenant? C'est tout simple, monsieur Thomas. Tout ce que je vous demande, c'est surtout de ne jamais rêver de moi. Au revoir, monsieur Thomas. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, le rêve réalisé de James Holding.